Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tuto spécial pour comprendre le lien si particulier et ancestral qui unit la pratique du sabre et la calligraphie. C'est parti. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que cette chaîne est faite pour traiter des sujets en périphérie des arts martiaux et très prochainement, nous allons parler de ceci. Deux belles pièces de collection, deux ouvrages très rares, historiques, japonais bien sûr, très anciens, d'ailleurs tellement anciens qu'ils sont rédigés à la main, ils sont reliés avec quelques bouts de ficelle pour vous dire à quel point ils sont vieux, et pour pouvoir bien comprendre l'importance de ces ouvrages à la fois en termes de calligraphie et surtout dans l'univers des arts martiaux, leur lien avec les arts martiaux, il me semblait important de faire en amont un petit tuto sur le célèbre Okuzai. Et en écrivant ces deux tutos, je me suis dit, il y a un petit chaînon manquant, on va d'abord, en amont, faire un premier tuto sur le lien qui peut justement unir l'univers et l'importance de la calligraphie avec celle des arts martiaux et notamment la pratique du sabre. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Grâce à ce petit tuto, vous comprendrez mieux la semaine prochaine l'univers de Okuzai et vous comprendrez mieux dans 15 jours pourquoi je vous parle de ceci. Alors aujourd'hui, on va parler notamment du très célèbre Miyamoto Musashi. Pourquoi? Parce que c'est certes le samouraï le plus connu du Japon et notamment à travers les frontières, parce qu'il a fait le sujet de nombreux films, mais aussi et surtout parce qu'au-delà d'être le plus grand sabreur, en tout cas réputé pour être l'un des plus grands sabreurs du Japon, c'était aussi un talentueux calligraphe. Il a fait de nombreuses estampes, mais il a fait également de nombreux ouvrages écrits. Il a rédigé notamment le Gorin no Sho, le traité des 5 roues. Il a fait son autobiographie. Et grâce à cela, on a des points, on va dire, de philosophie hyper importants, très judicieux, extrêmement, on va dire, talentueux dans sa vision des choses, sur cette thématique de l'importance de comprendre que lorsque l'on sabre, c'est la même chose que lorsque l'on fait un autre métier tel que la calligraphie ou éventuellement être charpentier. Il en parle notamment dans le Gorin no Sho. Il fait justement cette analogie directe entre le métier de charpentier et justement la mission de sabreur, le monde du katana, le monde du iaido. Il explique notamment 4 points primordiaux. Il dit que le charpentier doit avoir la connaissance de cette concordance des parties de l'ouvrage. Il doit être conscient de ça. La concordance des parties de l'ouvrage, c'est ni plus ni moins que la vue d'ensemble. Qu'est-ce qui va où? Quel sera le schéma fini? On va dire il a son objectif et il va tracer son chemin pour atteindre cet objectif, tel qu'on va dire qu'un sabreur, qu'un pratiquant d'arts martiaux. Alors il faut le remettre dans son contexte. Il y a plusieurs centaines d'années, quand lui il écrit justement dans le Gorin no Sho, qui a eu son premier duel à l'âge de 13 ans, c'était pas un duel comme nous, on fait un sparring en club. D'accord? La plupart du temps, ces duels, c'est à la vie, à la mort. Donc l'importance de bien faire les choses, c'est à terme survivre. Donc on se rend compte que faire bien les choses a une importance bien plus concrète, en tout cas bien plus pragmatique que ce que l'on peut nous étudier aujourd'hui en club. C'est d'ailleurs pour ça que le jutsu s'est transformé en do. En do, la voix, la philosophie, on reprend l'identité, on reprend la thématique, mais on a ôté tout l'aspect martial, concret, pragmatique de la mort, on va dire, dans nos prestations et dans notre pratique quotidienne. Donc lui, dans son Gorin no Sho, il explique que voilà, c'est important d'avoir cette conscience de l'entièreté de l'ouvrage, donc de l'entièreté du combat. Vision d'ensemble, pas d'effet tunnel, on essaye de prendre en compte l'humain, et il l'écrit d'ailleurs dans plusieurs de ses ouvrages, que la position du soleil, que le terrain dans lequel il va faire ses duels a son importance. Donc, premier point on va dire, d'analogie, premier point d'identification. Le deuxième point qu'il fait avec le charpentier, c'est justement sa précision tactique. Il a des connaissances, il a des compétences, et comment il va utiliser ces compétences à bon escient, d'un point de vue tactique, pour réussir son ouvrage, c'est ni plus ni moins que les compétences martiales du guerrier qui va se présenter à son duel. Donc peut-être pas que l'arme en soi, mais aussi ses compétences de manière générale. Il fait un troisième point qui est la connaissance des outils. Cette connaissance, pour le charpentier, elle est indispensable de savoir quel outil sert à quoi précisément, et en même temps, si l'outil est cassé, comment le réparer, comment l'entretenir, avec évidemment le maître du sabre qui doit avoir la connaissance de comment est, on va dire, construit de base, comment est forgé son sabre, comment il doit être entretenu, comment il peut être amélioré, changé, et ainsi de suite. Quelles parties aussi servent à, on va dire, dans son contexte, à tuer.
Nous, on parle souvent de la lame, mais on sait bien dans le monde du Iaido qu'au-delà de la saya, on a le kisaki qui est à la petite pointe, on a les kachira, la tsuka kachira qui sert aussi à frapper, on a la tsuka de manière générale qui peut empêcher un mouvement. Donc toute la connaissance de l'arme nous sert à utiliser les bonnes parties à bon escient. Et puis derrière ça, il y a la perfection de maniement de ces outils, donc ni plus ni moins que l'entraînement, le training, l'uchikomi, qui est, on va dire, le 4e point d'identification et d'analogie sur le charpentier et le maître de sabre. Aujourd'hui, ces points de comparaison, on peut les faire évidemment avec l'univers du shodo. D'ailleurs, beaucoup de calligraphes et beaucoup de sabreurs ont déjà franchi cette frontière-là et en pratiquant les deux, font, d'ailleurs j'en connais même beaucoup dans mon quotidien, dans mes connaissances, des personnes qui font les deux et qui arrivent très habilement à jumeler la pratique à travers ces mêmes points de convergence. Un pinceau, ça a l'air d'être que un pinceau, mais entre la pointe, le réservoir, la vitesse d'exécution, la façon dont on va faire pression sur le pinceau, on va libérer plus ou moins d'encre, plus ou moins d'eau. Et lorsque l'on le fait sur un papier de riz qui est extrêmement léger, on sait que l'eau, c'est l'ennemi, on va dire, du papier de riz. C'est ce qui va certes permettre la diffusion de l'encre, mais trop d'eau, c'est le papier qui se déchire. Donc il y a une gestion extrêmement précise, certes, de son corps, mais aussi de la façon dont on va manier son outil. Donc il y a la vue de l'ensemble, parce qu'on le sait très bien, même quand on fait un simple dessin sur une feuille de papier avec un crayon, si on commence par faire le détail, la plupart du temps, on se trompe sur, entre guillemets, la morphologie, c'est-à-dire même l'homothétie ou les proportions de ce que l'on est en train de dessiner. C'est comme si vous commenciez par écrire un très long mot sur une feuille, en commençant par les lettres, sans regarder, sans estimer la taille que va prendre le mot. Et la plupart du temps, on commence par des lettres très larges et on finit par des lettres très serrées. D'accord? C'est une analogie un petit peu facile, mais ça vous permet quand même d'assez bien comprendre le schéma, de voir les choses dans son ensemble. C'est pour ça qu'on fait les croquis avant de faire un dessin concret. Et puis, donc, le maniement de l'outil. Mais on aborde aussi un point qui n'a pas été abordé chez le charpentier, c'est toute la partie physiologie et mentale. Évidemment, lorsque l'on va tracer, il va y avoir la respiration. On vient inspirer en amont, expirer pendant que l'on fait le trait. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas de vibration, il ne faut pas que le membre tremble, il ne faut pas que le pinceau tremble. Donc il faut que la respiration soit linéaire et sans à-coups. Il ne faut pas qu'elle soit forcée par la contraction, il faut qu'elle soit naturelle et fluide. Exactement ce que l'on demande à un sabreur. Pour sabrer, ceux qui font du bateau d'eau, vous le savez très bien, à partir du moment où on va y mettre de la puissance et on va dire de l'intention musculaire, le sabre va prendre un angle et va se planter dans la paille plutôt que la traverser. Donc il faut que le mouvement soit fluide, naturel, linéaire, sans être, on va dire, forcé musculairement parlant. Donc le monde de la calligraphie, c'est précisément la même chose. C'est du zen, de l'ouverture d'esprit, de la méditation, beaucoup de travail sur la respiration et le diaphragme, sur la décontraction des membres avec le geste juste. Lorsque l'on fait de la calligraphie, et vous avez déjà eu des petits tutos, notamment dans les tutos du sensei, sur l'univers de la calligraphie, pour apprendre notamment à faire de l'uchikomi, des traits, des lignes droites. Voilà. Lorsqu'on arrive à faire une feuille de riz avec 50 lignes droites bien parallèles et si possible d'épaisseur égale, on sait qu'on commence à comprendre le maniement de son corps. Et d'ailleurs, lorsque l'on va avancer et reculer le pinceau, souvent ce sont des gestes qui sont similaires à la même utilisation de groupes musculaires que si je faisais un coup de poing ou si je vais pour dégainer un sabre. On a des similitudes physiologiques qui sont palpables. Au-delà de ça, la calligraphie apporte quelque chose d'extrêmement intéressant que l'on va retrouver dans le bateau d'eau, à savoir la visualisation de l'erreur. C'est sûr que si je prends mon sabre et que je fais ici des nukitsuke, des kiritsuke dans le vide, mon œil ne saura peut-être pas définir si l'angle est bon, si voilà, je vais peut-être le faire dans le vide sans me rendre compte de mes erreurs. En calligraphie, à partir du moment où vous faites la moindre erreur, l'encre vous le prouve sur le papier. Et vous savez qu'une feuille de papier, c'est tellement fin que de toute façon, il n'y a aucun moyen de rattraper. Ceux qui font déjà, je sais que vous êtes quelques-uns à faire de la calligraphie, j'en ai même quelques-uns qui m'ont envoyé déjà leurs très belles pièces. C'est facile de se tromper à la toute fin, alors que vous avez fait une très belle page avec
plein de kanji et le dernier il est raté, il faut tout recommencer, il n'y a pas de CTRL Z ou de pomme Z, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas gommer. Aujourd'hui, et même quand on fait de l'archi, de l'art, il y a toujours moyen sur des calques de gratter, il y a toujours moyen de corriger un peu le tir. Là, en calligraphie, c'est mort. Et donc, quand on apprend, la visualisation de l'erreur, concrète, permanente, vous permet d'apprendre en montant, on va dire, vos paliers par rapport à vos erreurs passées. Ça vous permet de les identifier là où la pratique dans le vide ne permet souvent pas d'identifier ces erreurs. En bateau d'eau, si. En bateau d'eau, quand votre sensei vous dit « fais attention, tu vas mettre trop ton angle ou trop de puissance », vous ne tranchez pas, vous le voyez, vous n'avez pas tranché. Mais le bateau d'eau, il y a tout et son contraire. Pour avoir fait du bateau d'eau avec des personnes qui n'ont jamais fait de sabre, volontairement, je vous ferai un petit tuto d'ailleurs là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Des personnes qui n'ont jamais fait de sabre et qui, sans aucune notion de comment se placer, car j'ai fait exprès de ne rien leur donner comme indication, ont pris le sabre comme une hache et y aller à fond, eh ben, je vous donne un secret, prenez un katana qui tranche, un shinken, quand vous y allez à fond, ça tranche. D'accord? C'est le côté bûcheron, ça tranche. Alors peut-être pas comme il faut, on s'expose peut-être, c'est peut-être pas fait dans les règles de l'art, ça ne permet peut-être pas de faire une deuxième attaque, et ainsi de suite, par contre, ça tranche. Donc, on voit tout et son contraire, certes, mais si on veut faire les choses dans le respect de la discipline, avec toutes les possibilités que ça peut offrir derrière, il faut le faire correctement. Donc, apprendre à manier le pinceau vous permet de comprendre le maniement du sabre. Et voire même d'une autre arme, parce que le maniement, c'est comme en cuisine, si vous avez l'habitude de cuisiner avec vos outils, vous connaissez bien vos outils, vous faites la cuisine correctement. Vous prenez une arme de kobudo, comme il y a derrière, c'est la même chose, il faut passer du temps à la manipuler pour commencer à être à l'aise avec. Ceux qui font du sabre, vous le savez pertinemment, ne serait-ce que le noto, lorsqu'on rengaine son sabre, si on ne l'a pas fait un petit peu, au début c'est quand même un petit peu compliqué. En amont de cela, on va dire, il y a quelques temps, il y a quelques années, j'avais déjà proposé dans des écoles ce qu'on appelle des EPI. Ce sont, on va dire, des cours interdisciplinaires que l'on va faire un petit peu en français, un petit peu en art plastique, un petit peu en sport, et à travers différents collèges qui m'ont engagé spécifiquement pour ça, c'est-à-dire EPI spécifique Japon, comment faire rentrer les arts martiaux au sein du collège et comment amener, on va dire, des élèves de 4e, de 3e à la fois pratiquer les arts martiaux au sens large, comprendre l'art du sabre, pratiquer le karaté et justement faire de la calligraphie. Donc ces EPI étaient composés de la façon qui suit. Il y avait au premier trimestre un EPI spécifique en français, on va dire en lieu et place des cours de français pour expliquer à la fois l'histoire du Japon, comment cette histoire est transmise de nos jours à travers les mangas et notamment à travers l'histoire de Miyamoto Musashi, comment la Nintendo Ryu, comment sa pratique du sabre et sa philosophie sont arrivées encore aujourd'hui dans la culture populaire, et puis voir comment ces kanji peuvent être interprétés, puisqu'on est en français, on est en cours de langue, donc l'idée c'est de voir des kanji et de voir un petit peu leur interprétation. Et puis, au deuxième trimestre, en lieu et place du cours d'art plastique, on fait de manière pure et dure de la calligraphie. Tous les élèves ont des papiers de riz, pinceaux, et je leur apprends déjà les premiers rudiments, à savoir faire des traits, faire des cercles, respirer, avoir du zen, toute cette partie-là. Et au troisième trimestre, au lieu et place des cours de sport, on va justement apprendre à manipuler son corps en faisant le lien avec ce qu'on a fait en calligraphie. Donc l'idée, c'est de se dire, vous voyez les mangas qu'on a vus sur les arts martiaux au premier trimestre, eh bien on va s'aider de toute la stratégie, la physiologie, la compréhension qu'on a pu avoir au deuxième trimestre à travers la calligraphie pour les retrouver et pour pouvoir réussir à faire ces mouvements au troisième trimestre dans le cadre des arts martiaux. Certains grands maîtres ont déjà franchi aussi ces étapes depuis des années, encore plus en amont, notamment le célèbre Féodor Tamarski. Alors c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, puisque vous voyez, à droite à gauche, il y a ses œuvres originales. J'ai plusieurs fois été dans son atelier, j'ai fait des sujets avec lui. Il a notamment fait un livre, alors hop, il est juste là, je vous le montre, sur son ouvrage. Il nous a fait un chapitre entier, donc il a sorti quelques belles pièces de collection. Il a fait notamment de très belles illustrations pour Bertrand Croix en Kyokushinkai. Et là, ce livre-là, alors celui-ci, c'est Rencontre avec un maître. Et vous voyez, il y a un chapitre spécial sur le sabre et le pinceau. Pourquoi? Parce que pour lui, l'un va avec l'autre. C'est un grand peintre. C'est aussi un grand pratiquant d'arts martiaux qui est très axé dans la philosophie, et dans le petit sujet, le petit reportage que je vous avais proposé et qui est quelque part sur la chaîne, faut fouiller un petit peu justement dans l'univers du Iaido, vous avez dans son interview
un tableau exclusif sur le kata Yansi. Et ce kata est, on va dire, exprimé sur la toile de manière énergétique en reprenant l'ambuzen du kata et en reprenant les intentions énergétiques que l'on peut avoir dans le kata. Donc c'est le premier grand peintre, on va dire, à faire des tableaux spécifiques avec l'énergie des arts martiaux. Il est très populaire et il a fait des tableaux qui sont atterris en Russie dans la maison de Vladimir Poutine. Il en a fait pour Sting, il en a fait pour beaucoup de personnes. Donc je vous invite à découvrir cette personne, en tout cas ce maître, ce calligraphe, cet expert en sabre aussi assez surprenant et extrêmement talentueux. Voilà, aujourd'hui on a fait un petit tuto sur le lien entre le monde des arts martiaux et le monde de la calligraphie, du Chodo, enfin du Shodo précisément, ça reste, donc c'est pas Cho, c'est Sho. Quand on est un C, c'est Cho, mais en japonais, le S de Sho comme Shodan, ça reste, ça se dit Shodan et non pas Shodan. Donc comme Gi-Chin, d'accord, c'est pas Gi-Shin, c'est Gi-Chin puisque c'est un C. Donc, tout ça, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais bref, tout ça pour vous dire que le lien, il est là. Donc, plus vous allez pratiquer chez vous la calligraphie, plus vous aurez une meilleure concentration, une meilleure philosophie, une meilleure compréhension de votre discipline au sabre. Et cela nous permet d'avoir bouclé cette petite partie, on va dire, ce prologue, qui nous amènera la semaine prochaine au célèbre Okuzai. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!